Françaises, Français. Libéria, Burkina Faso, Algérie, Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Cher peuple, l'arrogance et la suffisance ont eu raison de nos prédécesseurs. Ambassadeur de paix depuis plus de 20 ans, je deviens donc le président des opprimés. Par cette grande illustration, sous forme de responsabilité de chacun à devoir lutter pour exceller dans le bien, sachez que j'ai le devoir d'exceller dans ma tâche, pour la dignité de l'humanité. Ainsi, toutes mauvaises interprétations ou erreurs de ma part ne seront que de ma faute et de la vôtre. Comme tout ce qui vous servira de bien dans ce que je dis, ça viendra seulement du bien. Nous allons ensemble remettre et redonner le trône de la victoire à nos parents, ces rois et reines pour leur force, leur courage, leur endurance, leur puissance à surmonter les épreuves qui nous touchent et nous affectent depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui 2023. 2 siècles en un. Et c'est à ce moment-là qu'arrive au pouvoir Louis XIV, qui veut gouverner sans Premier ministre et qui développe à l'extrême l'absolutisme royal. Premièrement, il se déclare le représentant de Dieu sur terre. C'est maintenant lui qui nomme les évêques et il révoque l'édit de Nantes, provoquant un exode massif des protestants. Deuxièmement, il incite les gouverneurs de province et la grande noblesse à résider dans son nouveau château de Versailles pour mieux les contrôler. Et enfin, il unifie sous son contrôle l'armée, qui était auparavant détenue par différents nobles, et en profite pour l'agrandir fortement, ce qui lui permet d'affronter tout au long de son règne les puissances européennes pour la domination de l'Europe, mais aussi du monde. Tout d'abord, nous, le peuple, nous demandons pardon aux victimes des guerres et génocides, toutes nos plus sincères et nobles condoléances aux familles des forces armées françaises et les peuples victimes de ces guerres. Car les progrès scientifiques et l'essor de la bourse ont donné les moyens à des compagnies commerciales privées d'Angleterre, des Provinces-Unies et de France de s'implanter dans de nombreux pays pour y développer des échanges commerciaux et, si possible, pour les conquérir. Durant le XVIIe siècle, la France implante des comptoirs commerciaux dans l'océan Indien et en Afrique et conquiert les Antilles en exterminant les peuples caribes, puis met en place sous Louis XIV le commerce triangulaire via la traite des Noirs. En gros, on envoie des productions européennes en Afrique qu'on échange contre des esclaves fournis par des Africains. Ces esclaves sont envoyés comme main-d'œuvre aux plantations antillaises où ils sont échangés contre la production coloniale qui est elle-même revendue en Europe. Ces premières colonies donnent une dimension mondiale aux conflits européens qui les impliquent dorénavant dans leurs négociations de guerre. Tout d'abord la Nouvelle-France, que Louis XIV doit en partie céder aux Anglais suite à la guerre de succession d'Espagne, puis que Louis XV cède entièrement après la guerre de 7 ans, laissant aussi aux Anglais le contrôle de l'Est de l'Inde, ce qui confirme l'Angleterre comme première puissance mondiale. Et enfin, dès 1775, les États-Unis, que la France aide dans leur guerre d'indépendance contre les Anglais, ce qui a d'ailleurs comme conséquence de fortement aggraver la dette française. En parallèle, un nouveau mouvement philosophique et intellectuel se forme en Angleterre et aux Provinces-Unies et se répand en France. C'est le mouvement des Lumières. C'est la révolution des esprits, avec Marivaux, Voltaire, Rousseau, Diderot ou encore Montesquieu. Pour la première fois, un pouvoir intellectuel se crée en dehors des institutions monarchiques ou religieuses. On discute de droits humains, on conteste l'autorité de l'Église et on remet en question la monarchie absolue. Nos plus sincères excuses et pardon au peuple des colonies victimes des pouvoirs de grandeurs européennes, mais également aux nations et peuples attaqués par la France. Car les soldats étaient à 90% noirs et maghrébins, représentant la France, évidemment. Pas étonnant que des nations détestent les noirs et les maghrébins. L'agriculture leur permet de produire plus et donc de nourrir plus de monde, ce qui provoque une explosion démographique qui s'accompagne de la naissance des premiers villages et qui répand ce nouveau mode de vie à l'ouest et notamment vers l'Europe. Les sociétés humaines deviennent toujours plus grandes et complexes jusqu'à former des peuples et des civilisations, comme les Sumériens qui ont été parmi les premiers à inventer l'écriture et à répandre l'usage du bronze vers l'ouest. Et à l'ouest se développent d'autres peuples comme les Étrusques, les Ibères, les Proto-Basques, aussi appelés Aquitains, et les Ligures. Et en 600 avant Jésus-Christ, ce sont les Grecs de la riche cité de Phocée qui traversent la Méditerranée et fondent sur le territoire ligure la colonie de Massalia, future Marseille, qui fonde elle-même plus tard d'autres colonies comme Nice, Antibes, etc. Mais au même moment, plus au nord, des peuples apprennent à maîtriser le fer, et ils en profitent pour améliorer leurs outils et leurs armes, ce qui leur permet d'étendre leur territoire. Ces peuples, on les appelle les Celtes. Le commerce entre tous ces peuples se développe, mais forcément le contact entre tous ces peuples, ça crée aussi des conflits. Tout d'abord au sein même des nombreux peuples celtes, puis entre les Ligures et les Massaliotes, et enfin avec les peuples plus au sud, comme les Étrusques et la République de Rome, qui d'ailleurs se fait saccager par les Celtes sénons autour de 390 avant Jésus-Christ.
Mais Rome s'en remet et conquiert de plus en plus de territoires jusqu'à s'imposer comme la plus grande puissance régionale après sa victoire contre Carthage et la Grèce. Mais elle ne s'arrête pas là, car lorsque son allié Massalia se fait encore attaquer par les Ligures et les Celtes saliens, Rome l'aide à les repousser, et elle en profite avec l'aide des Celtes édouins pour conquérir le sud de ce qu'ils appellent la Gaule transalpine. Mais en moins 58, le gouverneur de la Gaule transalpine, c'est Jules César. Il veut pas s'en arrêter là. Et lorsque ses alliés les Celtes édouins lui demandent de l'aide pour bouter les Celtes helvètes hors de leur territoire, il profite de cette grosse porte ouverte pour se lancer à la conquête de la Gaule, bien sûr avec l'aide de quelques peuples celtes alliés. Les Celtes du Nord et l'île de Bretagne résistent, mais tout le reste est conquis en 6 ans. La dernière alliance celte menée par l'Arverne vers Saint-Gétorix se fait battre à Alésia en moins 52, et la Gaule devient alors un protectorat romain. Les massacres, viols, crimes commis ne sont que le jus de fruits résultant du sang versé par la France et ses acolytes. Pardon à toutes les victimes. Car la France a malheureusement participé, engagé, démarré ou contribué délibérément, de près ou de loin, et à l'encontre des peuples, à tous ces crimes de guerre, d'armes et barbarie, d'ego et de chaos. Pensez donc à ceux qui ont été obligés de se taire, ceux qui ont été obligés de faire du mal. Pensez qu'ils ont dû parfois faire ça pour sauver leur vie ou leur propre famille. C'est malheureux, mais la vérité subjugue le mal. Nous trouverons tous ensemble des solutions. Pardonnez. Pardon. Suite à sa victoire, César prend le pouvoir à Rome, mais il se fait assassiner en moins 44, et quelques années plus tard, c'est son fils adoptif Octave qui prend le pouvoir et qui fonde l'Empire romain. Il divise la Gaule conquise par César en 3 provinces, l'Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique, et c'est Lugdunum, futur Lyon, qui devient la capitale des 3 Gaules, tandis que Narbonne est la capitale de la Gaule narbonnaise. Et malgré quelques révoltes, les Celtes des villes, mais aussi les Ligures, les Ibères et les Aquitains, se fondent progressivement dans la culture romaine. Construction d'aqueducs, d'amphithéâtres, de thermes, les élites adoptent l'écriture latine et les dieux celtes se mélangent aux dieux romains et au culte impérial. En gros, ils deviennent des gallo-romains. Mais au même moment en Judée, un homme nommé Jésus lance une nouvelle religion qui se détache de la religion juive et qui prend le nom de christianisme. La promesse d'une vie éternelle après la mort et les rituels moins stricts que le judaïsme permettent à ce mouvement de se propager dans les villes gréco-romaines et d'atteindre la Gaule 200 ans plus tard. Par contre, comme les chrétiens croient en un seul Dieu et qu'ils rejettent les dieux gréco-romains et le culte impérial, ça crée des conflits avec l'Empire qui amènent à des persécutions des chrétiens. Mais le mouvement prend tout de même de l'ampleur, au point qu'en 313 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin légalise le christianisme puis s'y convertit. Le christianisme gagne alors la faveur des élites et finit par devenir à la fin du siècle la religion officielle de l'Empire romain. Les institutions gouvernementales, sportives, religieuses, etc., ont laissé s'infiltrer des gens cruels et sans scrupules. La justice fera son travail. Et forcément, plus une religion fait d'adeptes et plus il y a de querelles entre telle ou telle interprétation des livres sacrés. Et c'est comme ça qu'apparaît l'arianisme qui vient du nom du théologien Arius, qui pense que Jésus n'est pas né divin à la base, mais qu'il a acquis sa divinité après sa résurrection à Pâques. Ça prend de telles proportions que les évêques doivent se réunir autour d'un concile, le concile de Nicée, pour débattre de la question, et ils finissent par déclarer l'arianisme comme hérétique, c'est-à-dire qu'ils condamnent ce courant. Mais il a beau être condamné, ce courant se répand quand même dans l'élite romaine et chez certains peuples germaniques. Alors, qui sont ces peuples germaniques ? Il faut comprendre que ça fait en gros un siècle que ces peuples, venus des terres scandinaves, tantôt attaquent et tantôt collaborent avec l'Empire romain, et certains se sont d'ailleurs déjà pas mal romanisés en intégrant l'armée romaine en échange de terres. C'est ce qu'on appelle des peuples fédérés à l'Empire romain, comme les Francaliens, les Alamans, les Burgondes, les Goths, etc. Et c'est cette romanisation qui permet à l'arianisme de se répandre dans certains de ces peuples, se mêlant à leur religion qui est proche de la mythologie nordique. Les dossiers administratifs considérables, les toits des grandes villes de France, tous à refaire, les irrigations d'eau, pour tous les corps de métier en rapport avec le BTP, tout ce qui touche aux constructions, les jeunes, les adultes, les aînés, il y a du travail, et nous allons parler du salaire après, ne vous inquiétez pas. À tous les inventeurs et inventrices, innovateurs et innovatrices, ayez un regard sage sur l'avenir dans vos innovations. Faites attention que l'argent et le profit ne deviennent pas votre religion.
Pour ce qui est des salaires, 10 euros par heure. Aujourd'hui, nous allons passer à 20 euros par heure. Pourquoi? Ce n'est pas terminé. Pour 1000 euros par mois, maintenant ça va être 2000 euros. Pour 1500 euros par mois, maintenant ça va être 3000 euros. Pour 2000 euros par mois touchés habituellement, c'est 4000 euros maintenant. Pourquoi? Je n'ai pas terminé. Alors, on va passer à 34 heures et non 35 heures. Bande de petits coquins. 34 heures, ça fait 680 euros par semaine. 2720 euros par mois. Donc si on divise 34 heures par 2, ça fait 17. 17 heures par semaine, 340 euros. Ce qui est égal à 1360 euros par mois. Si on divise les 34 heures par 2. Donc nous allons garder le même salaire en divisant les heures par 2. Tout simplement. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de faire du mal aux gens comme ça. Vous ne pensez pas à leur famille. Vous ne pensez pas aux gens quand ils travaillent, qui rentrent chez eux. Vous ne pensez pas au week-end. Vous ne pensez pas au moment où vous voulez que les personnes soient compétentes au travail et vous ne leur donnez pas le temps de se reposer pour être compétentes au travail. Et il y a un moment, il va falloir réfléchir, tout simplement. 34 heures fois 4 semaines égale à 136 heures par mois. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 2720 euros par mois pour 34 heures pour un salaire moyen. Voilà, tout simplement. Et pourquoi? Pour la prévention contre les burn-out, les divorces, le stress, l'anxiété, etc. Les patrons seront soulagés, les employés et salariés travailleront mieux et plus efficacement. Il y aura moins de contraintes familiales, il y aura moins de retard, moins d'absence, moins de problèmes parce que nous allons payer les gens pour ce qu'ils méritent. C'est-à-dire, ils transpirent, on va leur payer le salaire de la transpiration, de la sueur de leur front. Aujourd'hui, les gens travaillent pour 4 personnes. Ils sont ultra polyvalents et on les paye pour un seul des boulots où il y a 4 casquettes. Alors c'est soit les anciens gouvernants donnent le salaire des 4 casquettes, ou alors maintenant, pour très peu d'heures, vous allez nous donner beaucoup. Mais en 370, c'est les Huns, venus d'Asie centrale, qui repoussent les peuples germaniques au-delà des frontières de l'Empire. D'abord les Goths, puis en 406 les peuples vivant plus à l'ouest, qui vont chacun alterner entre conquête et alliance avec les Romains, afin de recevoir en échange des territoires pour s'y installer. Ce qui aboutit à la création de royaumes germaniques fédérés à l'intérieur de l'Empire romain, comme les royaumes des Francs, des Burgondes ou encore des Visigoths. En parallèle, les soldats romains délaissent la Britannie et l'Armorique pour combattre certains peuples germaniques en Gaule, laissant le champ libre à d'autres peuples qui repoussent les Bretons vers l'Armorique. Cette région prend son indépendance et prend progressivement le nom de ses nouveaux habitants, la Bretagne. Et lorsque les Huns menés par Attila attaquent à leur tour la Gaule, tous ces peuples forment une alliance pour les repousser lors de la bataille des champs cataloniques. L'alliance gagne, les Huns fuient vers l'est et les peuples germaniques s'installent alors durablement sur le territoire au détriment de l'Empire romain. Et tandis que le royaume de Burgondie, future Bourgogne, instaure un climat d'entente entre les Burgondes ariens et les Gallo-romains catholiques, c'est moins le cas dans le royaume des Visigoths où en 462 le roi Euric impose par la force l'arianisme. Mais plus au nord, le roi Clovis, Lodovic en germain, unifie le royaume des Francs, conquiert ce qu'il reste de l'Empire romain et se convertit au catholicisme. Il gagne ainsi le soutien de l'Empire romain d'Orient, car c'est désormais l'une des seules puissances catholiques de l'Occident, et il gagne aussi le soutien des peuples gallo-romains catholiques qui vivent dans les royaumes Visigoths, Burgondes et Alamans. Et c'est ça qui permet à Clovis puis à ses fils de conquérir leur territoire. C'est le début de la dynastie franque des Mérovingiens. Tout ce qui touche à l'industrialisation alimentaire, nous allons maintenant faire preuve de clairvoyance, de transparence et de bienveillance. C'est-à-dire que tous les produits vont être notés. Ça suffit l'hypocrisie. Stop à l'hypocrisie, stop à l'ambiguïté, stop avec le doute. Que tous les produits soient notés. Les surgelés, les pesticides, l'industriel, etc. Comme ça, nous allons continuer de travailler, s'alimenter et s'hydrater honnêtement et différemment des autres. Il faut se démarquer des gros industriels par les prix, la fidélisation, l'accueil et la transparence dans notre pays. Si nous ne sommes pas transparents avec le peuple français, on ne peut pas être transparent avec les autres nations. Sinon, ça s'appelle un mensonge, tout simplement. Page numéro 3. Nous tenons à remercier royalement les parents de tous les enfants de France et des colonies françaises d'avoir résisté aux électrochocs et d'avoir contribué à la construction de la France de fond en comble depuis plus de 50 ans. Royal bisous.
C'est pas une bande de voyous dont je me cache. C'est la police, c'est des représentants de l'État. Enfin, ils sont censés être exemplaires dans leur travail. Maintenant, c'est des êtres humains. Comme tout le monde, ils font des erreurs. C'est censé entraîner des sanctions. Sinon, c'est la porte ouverte à tout. Tout le monde se permet de faire tout et n'importe quoi. Et le vivre ensemble, il est fichu. Et j'ai déposé plainte. À ce jour, j'ai toujours pas eu de retour. Ils sont en train de travailler. Personne, ils ont été inquiétés en rien du tout. Si on dit rien, c'est qu'on accepte. Et ça, c'est inconcevable. Non, j'accepte pas. Et puis en espérant que ça incite aussi d'autres personnes à le faire savoir, parce que sinon c'est leur laisser le champ libre pour qu'ils puissent le faire à n'importe qui. Par exemple, Adama Traoré qui est décédé, Gaël Camara qui est décédé, il n'y a pas longtemps Ibrahim Abba qui est décédé, Ziad Bouna qui sont décédés il y a quelques années. J'ai même pas envie d'en oublier. Et il y en a tellement que c'est impossible de tous les citer. On a le droit à la dignité, on a le droit au respect, j'ai pas demandé un passe-droit, juste à vivre, on a le droit de vivre. Une surincarcération. La justice sera moins débordée et pourra se concentrer sur tous les dossiers quand ils vont embaucher du personnel et payer les gens pour leur travail, pour s'occuper des dossiers administratifs, des associations, des administrations, de l'État, du gouvernement et de tout ce que vous voulez. La France est là, les Français ont envie de travailler, nous sommes présents, sociétaires, sociétés, entrepreneurs, entreprises. L'ancien président de la République a dit que c'est vous, les patrons, qui ne voulez pas augmenter les salaires. And you're gonna get on your knees and you're gonna hand me the money, okay? On your knees. Kiss my feet. Okay, that's enough. Hand it to me. Good. It's mine. Now, have more for me Friday, okay? Yes, goddess. I will see you then. One more. Okay, good. Do you want to step on? Get down. I'm gonna walk over you. Lay down. Okay, goodbye. Donc les jeunes, à la rigueur, sont tellement bien plus courageux que vous. Eux, ils assument leur peine de prison pendant que vous vous baladez et vous cachez sur des îles paradisiaques. Ok la team, aujourd'hui on va parler d'un phénomène vieux comme le monde, mais qui est en pleine explosion depuis quelques années, les simps. Et comme d'habitude dans mes vidéos, je vais te faire part d'une analyse personnelle, et tu pourras ensuite à la fin me dire si tu es d'accord ou si ta propre analyse t'a mené à une conclusion différente. Alors, un simp est un terme qui est utilisé pour désigner un homme qui va se prendre d'affection pour une femme. Et donc, dans le but de pouvoir obtenir un peu d'attention de sa part, il va être prêt à tout donner, que ce soit son temps, son énergie, son argent. Et pour être sûr qu'on sait de quoi on parle, ce qui fait qu'un homme va être qualifié de simp, c'est que la relation est unilatérale. Ou en d'autres termes, que la femme pour qui il est prêt à faire toutes ces choses en a rien à foutre de sa gueule. Et donc, comme tu le sais, ce genre de comportement existe depuis aussi longtemps qu'il existe des hommes et des femmes. Mais, comme tu le sais sûrement aussi, Internet a tendance à décupler ce qui se passe dans le monde et le rendre plus visible et plus global. Et ce phénomène n'a pas fait exception. En effet, là où, avant Internet, une fille pouvait avoir 2 ou 3 simps qu'elle pouvait appeler à 3 h du mat pour qu'ils viennent la chercher en sortie de soirée, ou à qui elle pouvait dire d'aller faire ses courses, aujourd'hui, principalement grâce à des plateformes comme Mime ou OnlyFans, une fille peut littéralement avoir des milliers de simps, ce qui donne lieu à ce genre de situation. You will be struggling to pay your rent and live so that you can spoil me. Every day when you go to work, you can't wait to get home and let me drain you, wherein you can send all of your hard-earned money. And that's just because you're a pathetic loser and you always have been and you always will be. So there's no point in trying to change anything. I need you to know that all that you are good for are the gifts that you can give me.
And if you can't give me anything, then I don't want anything to do with you. Et dans certains cas, la relation peut aller encore plus loin. En effet, pour les simps qui sont prêts à payer un peu plus qu'un simple abonnement OnlyFans, il y a le niveau au-dessus qui te permet de passer de simp à pay-pig. Un pay-pig, qu'on peut littéralement traduire par cochon qui paye, est un homme qui va avoir une relation privilégiée avec la femme qu'il convoite et démarrer une situation de soumission tellement barrée que je pense sincèrement qu'il vaut mieux que je te laisse découvrir ça par toi-même. Mesdames et messieurs, vous qui ne connaissez pas le concept de pay-pig, préparez-vous à en avoir pour votre argent.